à tous, bienvenue. Mesdames, Messieurs, 3 ans de gouvernance talent. Graduellement, l'euphorie du 6 avril 2016 semble, dit-on, avoir cédé place à une désillusion opère. La bonne dame du marché a depuis longtemps cessé de célébrer son chouchou de la période électorale, Patrice Talon. Perçu hier comme un ange, le sauveur de la République, il est aujourd'hui, à tort ou à raison, plus que décrié. Les réformes seraient passées par là. Appelée de tout vœu par le grand nombre, elle aurait, les dites réformes, à leur phase opérationnelle, créé plus de tort que nul ne l'aurait imaginé. Récrimination du citoyen lambda sous le joug des tasses de toutes sortes, frustration au niveau du corps enseignant, toutes catégories confondues, grincement de dents des hommes de droit soumis et aux ordres, bâillonnement des espaces de liberté, caporalisation des institutions de la République. La liste, mesdames, messieurs, n'est pas exhaustive, dit-on. Pour tout cadeau, au centre du Bénin révélé, l'ancien garde des Sceaux, Prudent Victor Topalon, a opté, lui, pour une adresse personnelle au chef de l'État. Une lettre ouverte. Lettre ouverte de Victor Topalon à Patrice Talon. Contribution pour une gouvernance de qualité aux pures provocations. Avec nous, pour nous aider à mieux appréhender le sens de la démarche, Victor Topalon en personne. Déjà, sur ce plateau, vous vous en doutez, ancien garde des Sceaux, il est professeur de sciences politiques. Victor Topalon, bonjour. Bonjour. Et merci de répondre à notre invitation. Je vous remercie aussi de m'avoir invité. Ce plateau, mesdames, messieurs, sera en co-animation. Victor Topalon, j'aurai à le recevoir avec l'un de mes collègues. Il n'est pas à présenter sur 100% Bénin. Kodovia Metono, c'est de lui qu'il est question. Kodovia Metono, à nouveau bonjour. Oui, bonjour Joël Todi, bonjour également au ministre Victor Topalon qui a répondu effectivement à notre invitation. Et si vous le voulez bien. Oui, avec plaisir. Alors, pour un cadeau d'anniversaire en 3, c'est une lettre ouverte que vous avez trouvée, monsieur le ministre, adressée au président de la République, Patrice Talon. Et pourtant, vous avez été déconseillé parce que les plus proches même du monsieur vous auraient déjà dit qu'il n'entend personne, qu'il n'écoute personne, qu'il ne lit même pas les requêtes des uns et des autres. Mais pourquoi vous êtes entêté à faire cela? Écoutez, je l'ai fait parce que je n'ai pas cru à ce que les gens disent et que dans la vie, il faut toujours faire ses propres expériences. Je pense que le président de la République ne peut pas rester sourd à toutes les jérémiades de sa population alors qu'il sait très bien qu'il a été élu pour faire leur bonheur. Donc j'ai considéré que ce que disent les gens, c'était probablement des gens qui n'avaient pas raison. Donc je continue de le penser d'ailleurs. Et c'est pour cette raison que j'ai écrit malgré cela. Donc pour moi, le président de la République doit pouvoir être à l'écoute de sa population et il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas. À travers votre lettre ouverte, quand vous maintenant une lettre qui s'étale sur plusieurs pages, vous semblez-vous donner encore de l'espoir au peuple béninois. D'ailleurs, vous êtes là avec un visage rayonnant, ce qui n'est plus le cas de bon nombre de Béninois, pour le constat en tout cas que nous faisons. Pour d'aucuns, le Bénin est dans une situation plus que critique. Alors, je vais vous demander, Victor Topalon, l'espoir est-il toujours permis en termes de sortie de crise? Le Bénin vit une crise préélectorale, ce qui semble exceptionnel. Oui, bien sûr, c'est la première fois que nous avons une crise préélectorale aussi profonde, qui semble à première vue quasiment indénouable. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce qu'on a deux camps qui s'opposent et comme je dis toujours, quand il y a deux camps qui s'opposent, il faut nécessairement un arbitre. C'est un peu l'histoire d'un jeu sur un terrain de foot. Vous avez deux camps qui s'affrontent et il y a un arbitre central, plus les arbitres de touche et accesseurs qui essayent de l'aider dans l'accomplissement de sa tâche. Donc, je pense que dans le rôle d'arbitre dans notre pays, aussi bien l'esprit que la lettre de la Constitution ainsi que du cadre juridique en général, c'est le président de la République qui joue ce rôle. Et d'ailleurs, dans presque tous les pays du monde, le président de la République est nécessairement élu dans une démocratie, pas une majorité.
relative, qualifiée, comme on dit. Mais à l'arrivée, une fois qu'il est élu, il devient le président de tous les citoyens, y compris de ceux qui n'ont pas voté pour lui, ni au premier, ni au deuxième tour. Donc, c'est cette fonction traditionnelle-là qui incombe au président de la République, et il doit très bien le savoir, qu'il n'a pas été élu à 100%, il n'est pas venu au pouvoir par les armes. En conséquence, même s'il n'a été élu que par 65%, ce qui dans une démocratie est déjà beaucoup, il n'en demeure pas moins que il y a une minorité qui n'a pas voté pour lui, mais dont il est le représentant légal et dont il ne peut pas... voilà, il faut juste que dans la culture démocratique qui est la nôtre, on apprenne ça. Oui, mais qu'est-ce qui fonde cet optimisme pendant que la tension monte et que l'exclusion semble consommer, puisque la décision a été entérinée par le Conseil des ministres, la date du 28 avril reste inchangée, et les élections se feront avec les deux formations. Vous avez suivi un peu la Sénat, le positionnement a été confirmé, alors que certains ont donné de la voix comme quoi il faut qu'ils y participent avec une marche organisée mouchoir blanc en main. La réponse a été des chars qui ont défilé à travers la ville de Cotonou et d'autres villes du Bénin. Oui, j'ai bien vu ça. Je suis à Cotonou, donc je suis ces événements-là. Mais je continue de penser que le président de la République, qui sait très bien que s'il persiste dans cette voie jusqu'au bout, il aura nécessairement une crise majeure. Regardez, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde dans la rue, mais on est obligé de sortir les chars. Qu'est-ce qu'il adviendrait demain s'il y a beaucoup de gens dans la rue? On va sortir quoi? On n'aura plus rien. Donc je pense que d'ailleurs le président de la République, en tout cas son secrétaire d'État en charge de la défense, est allé trop vite à l'extrême. L'armée, elle ne sort que lorsque la police a atteint ses limites. Nous avons une police républicaine qui a des mécanismes, une formation de préservation de la paix urbaine, etc. On ne les a quasiment pas vus. On a eu le sentiment que dès le début, ils ont été débordés et qu'on est allé à l'extrême. Après l'armée, il y a quoi? Il n'y a plus rien. Et qu'est-ce qui va se passer si les gens rentrent dans la rue? Qu'est-ce qui va se passer s'il y a une explosion de violence incontrôlée de toutes parts? On va faire venir d'autres armées? Vous dites si. Oui. Est-ce qu'avec ces mesures que vous qualifiez déjà d'extrêmes, est-ce que la formule n'est pas déjà la meilleure trouvée pour empêcher qu'il y ait un quelconque entêtement? Déjà, les chats qui sortent, ça fait de la dissuasion. Vous voyez un peu le Béninois. Beaucoup terrés chez eux. Bon, ceux qui ont pensé ça se trompent. Ah bon? Oui. Vous savez, lorsque vous avez le dos au mur, lorsque vous êtes quelqu'un, je dirais pas un voleur, que vous courez et puis vous rentrez dans une impasse avec un mur infranchissable, qu'est-ce que vous faites? Vous faites marche arrière. Vous affrontez celui qui vous poursuit. C'est tout. Et donc, c'est la situation ultime. Et c'est pour ça que personne ne souhaite qu'on arrive à cette situation ultime. Il n'y a absolument pas de raison de penser que 2 ou 3 chars dans Cotonou, à Porto Novo, suffiraient à eux seuls pour empêcher une population de 11 millions qui, même en sortant seulement à 200-300 000 personnes, dépasserait largement les capacités d'opération militaire de nos chars. Non, je ne l'imagine même pas. Je ne pense pas que ce soit même suffisamment dissuasif. Au contraire, pour être dissuasif, une stratégie doit être graduelle. Or là, on est passé de la simple police républicaine directement à l'armée avec les fantassins. Les fantassins sont prévus pour protéger nos frontières et non pas pour circuler à l'intérieur de nos territoires, en pleine commune. Voilà, non, je pense que la réponse a été tellement disproportionnée que même le caractère dissuasif qu'il était censé avoir, il le perd. Voilà, donc je pense que le président a bien conscience qu'on ne fera pas, il ne pourra pas aller plus loin, et donc en conséquence, il vaut mieux que l'on sorte. Et il n'est jamais trop tard pour sortir d'une crise. Justement, qu'est-ce qui vous fait autant espérer une sortie de crise? Parce qu'on sait que la Cour constitutionnelle a joué son rôle, la Sénat, Itondi l'a dit, est en plein donc dans son calendrier, elle l'exécute comme cela se doit. La AK a déjà invité les deux partis du chef de l'État à venir donc tirer au sort également leur positionnement, leur passage sur les chaînes du service public. L'Assemblée a échoué à trouver un consensus. Les présidents d'institutions ont déjà parlé. Le gouvernement, avec à sa tête le chef de l'État, a déjà donné le mot d'ordre.
Qu'est-ce qui fonde votre optimisme, monsieur le ministre? Écoutez, je n'ai pas oublié que malgré tout ce décor politique et juridique, il a plu au président de la République le 6 mars dernier, quand même, d'ouvrir un processus politique. Il lui a plu de faire ça. C'est vrai que ça a duré à peu près un peu plus de 2 semaines. 26 jours de passé. Voilà, on a considéré que c'était le travail parlementaire traditionnel qui est comme ça. Ils fonctionnent comme des sénateurs, donc ne se pressent jamais. À l'arrivée, ça s'est terminé par un fiasco. Et le problème qui s'est posé à partir de ce moment-là, c'est que faire? Et donc, il m'a semblé que dans l'entourage du président de la République, on lui a fait croire qu'il n'y avait plus absolument rien à faire. Ceux qui ont accepté qu'il puisse ouvrir la première initiative en disant « Nous sommes dans l'impasse politique, électorale, je vais mettre en place un groupe, je vais demander au président de l'Assemblée nationale d'aller avec la classe politique, y compris ceux qui n'étaient pas venus à son invitation, pour trouver un consensus. » En disant ça à l'époque, il savait qu'il y avait un cadre légal. Il savait que la Sénat venait de décider que seuls 2 partis iraient. Mais pourtant, il l'a fait. Et c'est là où je dis que les prérogatives du président de la République sont énormes, a fortiori dans un régime de transition comme le nôtre, où on sort d'une dictature, qu'on rentre dans une démocratie. Le président de la République a tous les moyens. Et il lui reste encore les moyens de recommencer, même demain, même aujourd'hui, c'est-à-dire à tout moment. Et moi, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas que le président de la République soit contraint de le faire sous la contrainte. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit à la suite d'explosions de violence incontrôlées qu'il soit obligé de revenir. Parce que quand il va revenir, il reviendra avec les mêmes moyens que la Constitution lui donne aujourd'hui, notamment ce fameux article 66 qui lui permet... 68, article 68, qui lui permet de prendre des ordonnances pour aller vers un consensus. Imaginez-vous que le président de la République décide de prendre une ordonnance, qui est une loi, en fait, une loi-ordonnance, pour régler le problème, dont lui-même a conscience et qu'il a exprimé. C'est lui-même qui, le premier, a dit ici le mot impasse. Jusqu'avant le 6 mars, tout le monde parlait de crise. Mais le président de la République, le premier, a parlé d'impasse. Il en a conscience. Donc pour moi, c'est déjà largement suffisant. Qu'après, je peux comprendre, pour avoir été dans l'entourage d'un président de la République pendant quelques années, qu'après, il y ait des intérêts contradictoires dans l'entourage du président de la République, qui fait qu'une fois, il est tiraillé à gauche, une fois à droite. Quand on n'a pas été dans l'entourage d'un président de la République, on ne comprend pas ça. Mais moi, ce que je dis, c'est sur le fondement de ce que j'ai pu vivre. Et je pense que le président de la République, à un moment donné, a tranché en faveur de ceux qui ont pensé que après l'échec, après le fiasco de l'Assemblée nationale, il n'y avait plus rien à faire sauf à reprendre le même processus. C'est quand même extraordinaire de dire au président de la République que voilà, tu as fait un constat d'impasse. Vous avez mis en place un nouveau processus. Le processus a échoué et puis on vous demande de retourner à la situation qui a créé l'impasse. En fait, c'est dans cette situation qu'on se retrouve. Non, si le cadre légal qui a créé l'impasse fait que le président de la République a ouvert une procédure pour en sortir, puisqu'il a demandé à ce qu'il trouve entre eux un consensus et que lui serait preneur, même si ce consensus passait par la modification de la Constitution, le président de la République a dit qu'il était totalement ouvert à tout ça à l'époque. Quand on a fini de dire ça, on ne revient pas dire que puisque vous n'avez pas trouvé de consensus, alors on retourne à ce même cadre. C'est-à-dire on retourne dans la crise, dans l'impasse. Mais il avait dit que s'il faut amender la Constitution, il était preneur. Est-ce que c'est pas ce qu'il voulait véritablement? Je ne sais pas, mais ça n'avait aucune importance, cette affaire-là. Moi, j'ai suivi les discussions de près. Les députés voulaient qu'on modifie l'article 80, mais je ne suis même pas sûr qu'ils le voulaient. Puisque vous avez vu comment le député Abimbola a mis fin aux échanges à l'Assemblée nationale. Bon, voilà. Il n'a pas attendu, et le président de l'Assemblée nationale l'a rappelé, il n'a même pas attendu que ceux qui étaient partis consulter leur base reviennent pour qu'on constate encore des dissensions. Il a coupé. Donc je ne pense même pas qu'il le voulait. Et même s'il l'avait voulu, moi c'est ce que je disais, il fallait juste qu'on nous explique pourquoi on voulait ça. Alors, quand dans les tentatives d'explication qu'ils avaient données, ils ont dit
à l'époque on était encore début mars, donc disons 15 mars par là, ils disent oui, si nous interrompons le processus, que nous réaménageons le calendrier électoral, il nous faudra à peu près 45 jours de plus pour terminer les élections inclusives à bonne date. Alors la question qui s'est posée, c'était de savoir les 45 jours dont ils avaient besoin. C'était à partir de quand? On était le 15 mars. Donc s'ils voulaient les 45 jours à partir du 15 mars, ils avaient largement ce qu'ils voulaient avant la fin du mandat. Mais à l'époque, ils n'ont jamais voulu donner de date. Et moi, c'est ce que j'ai dit. À toute négociation, il faut d'abord commencer par nous dire, OK, on a fixé initialement la date au 28 avril. Si on décide de l'annuler, il faut qu'on dise désormais à quelle date. Et c'est à partir de la date qu'on fait le décompte des 45 jours. Mais ils n'ont jamais donné de date. Jamais. Monsieur le professeur, donc à partir de ce moment-là, il y avait manifestement. Si vous le voulez bien, vous avez dit dans votre lettre ouverte qu'on pouvait éviter aussi tout ce qui arrive aujourd'hui. Mais entre-temps aussi, vous avez été approché par le président de l'Assemblée nationale quand le chef de l'État l'avait envoyé en mission de façon exceptionnelle. Et avec le professeur Aïvo, vous avez travaillé sur les propositions de sortie de crise. Mais tout ça, aujourd'hui, à comparer à ce que vous avez énoncé dans ce que vous avez appelé qu'on pouvait éviter cette crise-là, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui comme méthode, comme solution? Moi, je continue de penser, je l'ai encore écrit dans la lettre ouverte, que le président de la République, il suffit simplement qu'il vienne ce soir à la télé, ou demain, s'il le désire, annoncer qu'il s'engageait désormais à rentrer à ouvrir les circonstances exceptionnelles, c'est-à-dire l'utilisation de l'article 68, à cause de l'impasse dans laquelle on se retrouve. Et comme il a dit si bien lui-même, ce serait pas bien pour son image que ce soit sous son mandat, durant son mandat, qu'il y ait des élections quasiment monocolores. Il a dit à peu de mots près. Et donc il dit, OK, puisque c'est ça qui pose problème, j'enlève le goulot d'étranglement qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a que les deux. Jean-Baptiste Elias l'a très bien montré dans quelques-unes de ses émissions. Lui, il a parlé de l'article 56. L'article 56 qui permet juste d'enlever la condition de mise en conformité. En réalité, c'est ça le vrai problème. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, et les Béninois n'en ont pas suffisamment conscience, il n'y a plus de parti en dehors des deux partis du président de la République. Il n'y a plus de parti juridiquement. Depuis le 17 mars. Oui, depuis le 17 mars. C'est quand même grave ce qui se passe. On ne peut pas dire et accepter que dans notre système démocratique, il n'y aurait que le bloc républicain et l'Union progressiste créés de toutes pièces par le président de la République, puisqu'on était tous dans le pays. On a vu comment les tractations étaient faites et elles étaient relayées au quotidien dans les médias. On ne peut pas nous dire aujourd'hui que les deux partis n'appartiennent pas au président. C'est-à-dire que, sauf à ne pas vivre au Bénin, ne pas avoir suivi les battements de la société pendant tout ce temps-là, on ne peut pas accepter que le président de la République seul décide de créer deux partis qui auront cours légalement dans le pays. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, et je pense que les Béninois n'ont pas suffisamment conscience, on n'a plus que deux partis, puisque les autres partis ont commencé la mise en conformité et ne l'ont jamais obtenue. Donc, il n'existe plus. Alors, vous pensez que tous les partis politiques, l'électorat traditionnel qu'ils ont et tout ça vont accepter les bras croisés, laisser faire? Non, ce n'est juste pas possible, c'est du bon sens. Et donc, il suffirait simplement que le président de la République prenne une ordonnance et autorise ou redonne une existence légale en supprimant tout simplement cette disposition de la charte des partis et qui permettent de repartir. C'est tout. Ça saute à l'œil et ce n'est vraiment pas compliqué lorsqu'on pose le problème tel vous le faites. Mais vous l'avez si souvent souligné, lorsque vous vous retrouvez à faire certaines plaidoyers, là on est en politique et le chef de l'État en 2017 rappelait déjà que désormais il fera de la politique. Et je pense que c'est un élément à intégrer lorsque désormais on pose les pas comme ceux que vous posez aujourd'hui. Lorsqu'on devient politique, chef d'État, politique, qu'on a des visions, des rêves, des objectifs à atteindre, est-ce que Vito Tokpanou, après avoir écouté un certain nombre de constitutionnalistes, d'universitaires, de votre trempe, peut-être moins,
peut-être plus. Écoutez, c'est un sage de la République dire on peut y aller, on recule facilement, on le fait. Non, je pense que, et comme je vous disais, dans l'entourage d'un chef, il y a toujours des gens qui lui proposent des solutions parfois contraires, voilà, dans tous les sens. Et vous dites contraire lorsque c'est tout ce nombre-là qui vous a parlé? Oui, mais je continue de penser que dans l'entourage du président de la République, il y a bien des gens qui pensent qu'aller aux élections avec les deux seuls partis du président n'est pas une bonne chose. J'en suis convaincu, c'est juste du bon sens. J'en suis convaincu, peut-être que pour l'instant, il ne parle pas. Et puis, pour ne rien vous cacher, je ne suis même pas sûr que les présidents d'institutions aient tous unanimement validé, contrairement à ce que l'on a dit. Bien. De toute façon, l'histoire nous éclairera davantage sur cette fameuse réunion avec le fameux communiqué qu'on a retrouvé. Mais ce que je pense, c'est que le président de la République a tout à fait raison de dire en 2017 qu'il veut faire la politique. Parce que la fonction présidentielle est une fonction essentiellement politique. Il a la destinée de tous les Béninois entre les mains. Et c'est la politique. La politique, c'est quoi? La politique, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Si le président se rend compte à un moment donné, presque un an après nous avons été élus, qu'il a besoin de faire la politique, c'est-à-dire construire la République, construire la société, rendre les Béninois plus heureux, on ne pouvait que l'applaudir. On ne fait pas la politique contre ses mandants. On ne fait pas la politique contre ses populations. On fait la politique pour améliorer les conditions de vie de sa population. Tant qu'on n'a pas compris ça, on est à côté de la plaque. Et je ne veux pas penser que quand le président disait ça, c'était une façon de dire je fais la politique contre mon peuple. Non, je ne pense pas ça. Alors, vous avez signifié tout à l'heure et l'élevé même une crainte qui est plus que grande, que beaucoup ne voient pas. On vit une exclusion qui ne dit pas son nom de toutes les formations politiques que le Bénin a connues jusqu'à présent. Pour moi, c'est très grave. Alors, comment on gère un problème comme celui-là lorsqu'en même temps, il y a un problème d'intérêt qui se pose? Vous l'avez dit, et au nom de ces intérêts, certains peuvent montrer la voie qui n'est pas forcément la meilleure pour la République que le chef pourrait banalement emprunter. Non, mais vous savez, je me souviens toujours de l'une des interventions, de l'une des interviews du président de la République, au moment où il n'était pas encore président, il était en exil à Paris, où RFI lui demandait justement l'une des raisons de son divorce avec le président Yahi Boni. Il avait dit que c'est parce que le président voulait qu'il l'accompagne dans la révision constitutionnelle, en fait, pour tordre le cou à notre démocratie. Et il lui avait répondu que même s'il l'aidait à le faire, le peuple béninois n'accepterait pas parce qu'il est attaché à sa démocratie. C'est de ça qu'il s'agit. On est très attaché à notre démocratie. Moi, comme je dis, je suis pas riche, mais je suis riche de mes idées. J'adore ma liberté d'expression et surtout, j'adore ma liberté de l'exprimer. Voilà. Si vous m'arrachez ça, je n'ai plus rien. Il y a des gens qui ne parlent pas, mais qui sont fortunés financièrement, matériellement, etc. C'est ça la démocratie. La capacité à offrir un cadre d'absorption à tous les citoyens, quelles que soient leurs différences. C'est d'abord ça. Mais si vous enfermez les gens dans des cadres uniques, vous les empêchez. Regardez par exemple, si le président persiste dans cette voie-là, qu'est-ce qui va se passer? Ça revient à dire qu'il prive une partie de ses concitoyens de leur droit ou de leur liberté de choix. Parce que le fait d'aller voter pour quelqu'un, c'est l'exercice d'une liberté. Je choisis Métonou plutôt que Yetondi. Voilà, c'est ça le principe. Et donc, si vous remettez ça en cause, oui, vous ne trouverez pas beaucoup de gens pour vous accompagner. Vous avez suivi un peu les concernés. Les législateurs, ils ont rappelé que ce qui se joue aujourd'hui, loin des débats à dire que les deux formations sont celles du chef de l'État, qu'il est quand même question de tests que des élus du peuple se sont choisis librement et qu'il va falloir respecter alors les tests. Non, là, il y a deux choses. Les tests qu'ils ont adoptés, c'est la charte des partis et c'est le code électoral. Tout à fait. Mais les deux partis dont on parle, c'est deux partis qui ont été créés sui generis. Il ne faut pas oublier tout de même que lorsque le président de la République a été élu en 2016, il n'avait pas de député. Même si on peut considérer qu'en 2015, il a utilisé sa télécommande depuis Paris pour aider certains à se faire élire. À l'évidence, il n'avait pas de parti et donc on ne peut même pas
lui dire qu'il avait des députés à l'Assemblée nationale, théoriquement et formellement. Ce qu'on sait, c'est qu'à l'Assemblée, il y avait des partis qui avaient des députés. Il y avait les FCBE, il y avait la RB, il y avait l'UN, etc., qui avaient des députés. Et au lendemain des élections, certains qui avaient été élus FCBE ont rejoint le président de la République, d'autres qui ont été élus sur la liste UN ont rejoint le président de la République, etc. C'est comme ça qu'il a eu sa majorité. C'est pas sa majorité. Et donc, on ne peut pas considérer que ces gens-là, pendant qu'ils étaient élus en 2015, étaient les électeurs de Talon. C'est maintenant qu'éventuellement, ceux qui vont voter pour lui vont se décider en tant qu'électeurs du président Talon. Et donc, à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas imposer à ces gens-là de devenir de force les électeurs du président Talon. Or, en empêchant les autres partis d'y aller, c'est à fait à ça qu'on arrive. Et donc, je ne connais pas beaucoup de gens qui accepteraient complètement résignés qu'on revienne sur leur liberté fondamentale. Je n'en connais pas beaucoup. Monsieur le ministre, c'est un fait aussi que la démocratie voudrait quand même que l'on laisse libre cours aux citoyens d'aller venir, de s'exprimer comme bon leur semble. Mais c'est aussi un fait qu'il faut que le gouvernant gère dans une certaine quiétude et chercher une majorité confortable à l'Assemblée nationale. On ne peut pas en vouloir quand même à un président de la République, qui plus est Patrice Talon aujourd'hui, qui, lorsque je suivais un peu l'introduction de Yetonji, avait souligné un certain nombre d'aspects que vous avez évoqués dans votre lettre, quand vous parlez des déguerpis, des étudiants, des enseignants, des fonctionnaires défratés, quand tout ce beau monde-là vous attend et qui constitue en réalité votre opposition en lieu et place des classes politiques, est-ce que ouvrir une compétition n'est pas suicidaire? Oui, mais c'est plutôt là le paradoxe démocratique. Et je pense, sans trop m'avancer, que probablement sur ce point-là, l'analyse du président de la République n'était pas exacte. Vous savez, en démocratie, si vous voulez le vote de vos concitoyens, rendez-les heureux. Rendez-les heureux. Mais pour lui, ces réformes étaient quand même participent d'une manière ou d'une autre à cela. Et à ce moment-là, libérer l'espace public. Il n'a rien à craindre. À ce moment-là, il n'a rien à craindre. Mais il se trouve que ces réformes ont rendu des gens malheureux. Et les gens lui ont dit, on t'attend. Mais vous n'allez quand même pas les empêcher de s'exprimer. Vous n'allez pas les contraindre à dire le contraire de ce qu'ils pensent. Vous comprenez? Donc, c'est ça, en fait, l'un des intérêts de la démocratie. L'un des intérêts. Parce qu'en démocratie, si vous voulez... Vous savez, ce qu'on a toujours dit au Bénin, je ne sais pas si vous étiez déjà assez mûr pour le percevoir, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Vous savez ce qu'on disait du président Mathieu Kérékou, feu Mathieu Kérékou? Non. Que s'il avait été candidat, si la Constitution lui avait permis et qu'il pouvait être candidat 50 fois, il aurait été élu 50 fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il avait une assise populaire telle qu'il n'avait rien à craindre d'une élection. Alors, vous ne pouvez pas vouloir d'une consécration démocratique et poser des actes qui emmènent le peuple souverain qui vous mandate à devenir malheureux. Si vous le faites, vous êtes sûr qu'il va voter contre vous. Mais si vous travaillez à son bonheur, il va voter pour vous autant de fois que vous voudriez. Et c'est la même chose que j'ai dit au président Talon. S'il veut être réélu 50 fois, malheureusement, la Constitution ne le permet pas. Mais si la Constitution le permettait et qu'il voulait être réélu 50 fois, il lui suffirait juste de rendre les Béninois plus heureux. Et les Béninois, rendre les Béninois plus heureux, c'est quoi? C'est leur demander leur avis. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que les déguerpir était une bonne solution pour eux? Non, on peut toujours déguerpir. Mais à ce moment-là, il a manqué la solution alternative. C'est-à-dire, vous leur expliquez que voilà, l'espace public, on veut le rendre plus beau pour l'utilisation de tous. Et donc, en conséquence, nous allons nous arranger pour que vous ayez un autre emplacement pour vos petits commerces quelque part. Parce qu'en plus, ces gens-là, c'est qui? C'est d'abord des Béninois. Et en plus des Béninois qui ne bénéficient pas des aides de l'État. En conséquence, ils ont des familles et c'est encore avec ce petit commerce qu'ils entretiennent leurs enfants. Des enfants dont l'État ne prend pas, que l'État n'entretient pas. Donc, à l'arrivée, ils contribuent d'une manière ou d'une autre à l'équilibre général de l'État. Donc, les déguerpis, pour d'autres intérêts, je comprendrais bien. Mais politiquement, on leur propose tout simplement
de les déplacer et de les installer dans d'autres endroits où ils vont continuer de faire leur commerce, continuer d'avoir leur petite marge de bénéfices qui va continuer de leur permettre d'entretenir des Béninois. Parce que c'est toujours à ça qu'il faut revenir. L'alpha et l'oméga de l'État béninois et de sa démocratie, c'est le bonheur des Béninois. On est là pour ça, rien que pour ça. Le chef de l'État y accorde du prix. Quand William Etono, il a martelé, vous avez rappelé l'une des phrases qui lui tenait fortement à cœur, alors candidat. Aujourd'hui, dans le feu de l'action, le chef de l'État est confronté à la réalité des choses. Mais là-dessus, lorsqu'il est question de réaliser de grands projets qui peuvent contribuer à l'épanouissement de tous et qu'il y a beaucoup de grincements dedans, on ne peut pas aussi comprendre qu'à un moment donné, on puisse faire des options qui vous permettent d'évoluer librement, quitte à faire ensemble le point du chemin parcouru. Aujourd'hui, deux formations politiques qui soutiennent le chef de l'État et donc qui pourront lui permettre d'atteindre ses objectifs tels il entend et à la fin avoir le bilan qu'il faut pour que le peuple puisse apprécier, au lieu de laisser les gens aller dans tous les sens, crier comme ça se fait parfois, paralyser les institutions comme on le vit de temps à autre et ensuite empêcher le chef donc d'atteindre ses objectifs. Est-ce que la démarche du chef ne peut pas aussi être comprise sous cet angle-là? Non, c'est-à-dire que si vous allez dans ce sens-là, vous cautionnez le pire. On veut savoir. Non, c'est-à-dire que le résultat du président de la République, écoutez, on n'est pas la seule société au monde. On n'est pas les seuls à vouloir atteindre des objectifs. Dans tous les pays, ça se passe ainsi, et qui plus est dans tous les pays démocratiques. Moi, ce que je pense, c'est que vous ne pouvez pas faire le bonheur d'un peuple contre sa volonté. Ça, c'est un principe très fort. En conséquence de quoi, lorsque vous êtes un gouvernant, vous avez l'obligation d'emporter l'adhésion de votre population. Autrement dit, vous avez des projets qui sont bons pour eux, expliquez-le-leur. Contrairement à ce que l'on pense, même les analphabètes ne sont pas des bêtes. Et ils comprennent très bien. Donc vous pensez qu'il y a manqué beaucoup de dialogue autour des réformes du talent? Forcément. Est-ce que vous en avez souvent entendu parler? Moi, jamais. Dans notre société démocratique telle que nous la construisons depuis 1990, en règle générale, lorsqu'il y avait un grand débat, une grosse réforme en perspective, les gouvernants envoyaient leurs représentants officiels, c'est-à-dire les gouvernants, soit un ministre, 2 ou 3, pour poser les termes de la réforme, et puis l'opposition réagissait derrière, la presse s'emparait du débat, la société civile s'en emparait, et à l'arrivée, bon an, mal an, on trouvait... Mais Victor Topano, il y a eu des ministres qui sont descendus sur le terrain. Il y a eu des communiqués, il y a des journaux qui ont fait des relais par rapport aux visions du chef. Le programme d'action a été largement vulgarisé. Vous n'avez pas eu l'impression que c'est rentré en phase avec les réformes à mettre sur pied? Non, c'est pas pareil. Là, vous êtes en train de parler de la vulgarisation du PAG, du programme d'action. Il faut comprendre pour adopter. Non. Ah bon? Non. Là, la démarche n'a pas été participative. Le PAG nous est tombé là-dessus comme une volonté du prince, qui a mis en place probablement une bonne équipe de techniciens, parfois d'ailleurs, pour la petite histoire, qui sont déconnectés de notre société, qui ne comprennent pas toujours comment fonctionne sociologiquement notre société. Voilà. Et donc, avec une très grande publicité, en décembre 2016, je m'en souviens très bien, puisque j'avais été également invité au lancement, j'avais bien compris qu'il y avait plusieurs projets à réaliser, etc., etc. Mais est-ce qu'il y a eu une participation du peuple en amont? La réponse est non. En conséquence de quoi? Je ne dis même pas que le président n'a pas le droit de le faire, mais au moment de passer à l'application, on a l'obligation d'expliquer. Sinon, vous aurez des résistances sur le terrain. Des fois, il y a des gouvernants qui ont de très bons projets, mais ils rencontrent la résistance du peuple. Pourquoi? Non pas parce que le peuple ne veut pas du projet, mais parce qu'il n'en perçoit pas la pertinence. Il n'en perçoit pas la justesse. En conséquence, l'obligation du gouvernant, c'est de le lui faire percevoir. Vous savez, en sciences politiques, il y a ce mot qui est très important, la perception. Ce qui importe en sciences politiques et en politique en général, c'est la perception que le peuple peut avoir de ce que vous faites. Et qu'il soit bon ou pas. Voilà, des fois, il peut se tromper de perception. De sorte que vous avez des gens qui disent d'un président qu'il est bien. C'est tout le débat autour du président Mathieu Kérékou. Il y a beaucoup de gens qui vous diront qu'il est bien. Parce qu'ils ont une perception positive de la personne. Parce qu'ils ont
des repères. Ils se sont rendus compte qu'il aurait pu refuser la conférence nationale. Il a accepté. Il aurait pu refuser sa souveraineté proclamée unilatéralement. Il a accepté. Il aurait pu refuser de ne pas être marginalisé ou d'être marginalisé pendant la période transitoire. Il a accepté. Et ainsi de suite. Donc, ça crée. Alors que ce même président de la République, vous parlez de lui à des gens qui, comme moi, ont le sentiment, à tort ou à raison, qu'il a été à l'origine de la mort de mon père, pour l'avoir arrêté, mort 3 mois après sa libération, etc. On ne peut pas l'aimer comme ça. Mais en même temps, on se dit, voilà, c'est le côté, si vous voulez, complexe de la société et de son analyse. Conséquence, en somme, à travers votre lettre ouverte, vous demandez au chef de revisiter tous ces projets qui paraissaient pour lui vital, pour l'épanouissement collectif. Oui. Mais est-ce qu'on peut le faire lorsqu'on est à 2 ans de fin de mandat, ponctué par des joutes électorales très importantes? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Emporter l'adhésion de ces populations dans la réalisation de ces projets est beaucoup plus important que les résultats que vous cherchez. Si vous avez aujourd'hui la crise, c'est probablement parce qu'il n'y a pas eu une adhésion massive à ce projet. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Les gens ont le sentiment qu'on retourne en dictature. Qu'est-ce que les gens n'utilisent pas comme mot? Vous avez entendu parler de la vassalisation des institutions. Vous avez entendu parler de retour autocratique, des mots que vous ne trouverez pas dans mon texte. Voilà. Parce que pour beaucoup, c'est la perception qu'ils ont. C'est la perception. C'est la même chose que l'histoire de ceux qui me disent de ne pas écrire parce que de toute façon, ils n'écoutent pas ceux qui sont avec lui, a fortiori vous qui êtes loin. Mais c'est leur perception des choses. On n'a pas les mêmes perceptions. Et en conséquence, c'est pas aussi facile de gérer, de diriger un peuple. C'est pas facile. Ça n'a jamais été facile. En conséquence de quoi, le premier secret que l'on doit avoir pour bien diriger, c'est nécessairement obtenir l'adhésion de ces populations. Et ça passe par des campagnes d'explication, des campagnes d'éducation. Et tant que vous ne faites pas ça, vous avez beau avoir les meilleurs projets, vous ne serez pas suivi par votre peuple. Et là, je pense que le président de la République a encore toutes les cartes dans sa main. Heureusement d'ailleurs que nous avons un système institutionnel qui le permet. Le président de la République est au cœur de la République. Il peut à tout moment, je dis bien à tout moment, inverser la tendance. Des fois, dans certains régimes, les gens inversent la tendance même à 3 mois des élections. Même à 3 mois des élections. Monsieur Topano, est-ce que la crise de confiance généralisée n'est pas aussi le résultat de ce que nous observons aujourd'hui? Est-ce que Patrice Talon peut aujourd'hui croire en quelqu'un encore dans son entourage et même des gens plus loin comme vous? Parce que vous lui avez proposé quand même, au début de son mandat, une réforme constitutionnelle qui n'a pas finalement marché. Et il se voit déjà floué. Donc, à partir de cet instant, il préfère donc prendre cette décision et vous l'imposer. Non, mais s'il le fait, il nous trouvera sur son chemin. Et c'est ça la crise. Et je ne suis pas sûr qu'il ait fait le choix de la crise. Et en tout cas, moi, je ne le pense pas, je ne le souhaite pas. À partir de ce moment-là, tant que vous n'avez pas fait le choix de la crise, vous êtes obligé de discuter. Vous savez, il y a des gens, probablement, dans notre société, qui ont déjà fait le choix de la violence, qui ont pris acte que les négociations ne vont jamais aboutir et qui se préparent peut-être dans leur coin à organiser leur résistance, à aller vers la violence. Qui sait? Mais moi, je fais le pari qu'il est toujours possible de sortir de cette crise. Mais en conséquence, il faut en donner l'opportunité au président de la République. Si il est devenu sourd face au vacarme autour de lui, vous nous donnez, moi, l'occasion aujourd'hui de relayer une simple lettre que j'ai écrite. Voilà, s'il peut en tirer un bénéfice, pourquoi pas? C'est dans l'intérêt de tous. J'ai même écrit dans ma lettre que si le président réussissait, les premiers à en tirer un bénéfice, ce sont les Béninois. Ensuite, le Bénin, pour son image. Et seulement lui-même, en 3e et dernière position, pourrait en tirer un quelconque bénéfice, une quelconque gloire. Pour moi, c'est clair que c'est d'abord, tout tourne, tout commence et tout finit par l'homo béninicus, par le béninois. C'est lui qui doit être au cœur de nos préoccupations. Mais on n'apprend que des formations politiques qui auraient saisi l'Élysée. Est-ce que vous pensez que les signaux sont vraiment au rouge et demandent que la France intervienne?
Mais d'abord, je ne crois pas. Vous savez, je me méfie beaucoup de ce qui circule sur WhatsApp. Je prends acte jusqu'à ce que j'ai la vérification. Comme je n'ai pas encore l'authentification, je ne peux pas croire. Et à la limite, ce n'est pas de Paris qu'on saisit l'Élysée. Quand on est béninois, on saisit l'Élysée à partir de Cotonou, l'ambassade du Bénin, l'ambassade de France au Bénin. Mais dites, la situation qui prévaut actuellement pourrait-elle pousser à une telle démarche? Est-ce qu'on est à un niveau où on pourrait penser à effectuer une démarche? Oui, tout dépend de la perception que chacun se fait de la situation. Une fois encore, la perception. Oui, la perception est très importante. Il y a des gens, comme je viens de vous dire, qui sont convaincus que plus rien ne peut avancer. Ils sont convaincus de ça. En conséquence, ils se préparent pour ça. Il y a même des gens, pour la petite histoire, qui racontent qu'ils sont en train de faire des ravitaillements parce que quand la crise va exploser, ils n'auront plus le temps de sortir, etc., etc. Voilà. Ils le disent en s'amusant, mais c'est lié à leur perception. Donc, il faut que le président de la République ait conscience de tout ça. Peut-être que les gens dans son entourage ne le lui rapportent pas. Et il n'est pas exclu que il y ait des actes individuels d'explosion, de colère, avec des conséquences parfois majeures. Et comme je disais dans mon courrier, même si on assistait au Bénin à ce que j'ai appelé une violence résiduelle, c'est-à-dire que même si à la fin du processus électoral, on découvrait, s'il se poursuivait en l'état, on découvrait qu'il y avait 2 morts, 3 morts, ou même 1 mort, 1 blessé. C'est toujours 1 mort et 1 blessé de trop, qui ne mérite pas de mourir juste pour choisir ses députés. Ça n'a juste pas de sens. Le législatif, c'est d'abord ça, c'est aller choisir ses députés, et on meurt pour ça. Et quand on sait que la fonction première d'un chef d'État, c'est d'abord de garantir et d'assurer la sécurité individuelle et collective, il aura failli à sa mission. Et je pense que les gens autour de lui n'attirent pas suffisamment son attention là-dessus. C'est de ça qu'il est question. Si vous persistez dans cette voie-là, même en cas de violence résiduelle, vous l'aurez sur votre conscience. Parce que du coup, vous aurez sur vos mains du sang de Béninois que pourtant vous n'avez que l'obligation de protéger. Vous n'avez pas été élu pour les tuer. Vous n'avez pas été élu pour les arrêter. Vous n'avez pas été élu pour les blesser. Vous avez été élu pour les protéger et les rendre juste un peu plus heureux que vous les avez trouvés. Alors, Victor Tokwane, quelle reste votre plus grande attente au travers de cette lettre ouverte? Écoutez, que je me réveille demain matin et qu'on m'annonce que pendant que je dormais, le président de la République a fait un message à la nation et qui a pris une ordonnance pour faire sauter le verrou de l'article 56 de la Charte des partis et quelques-unes des dispositions du Code électoral pour que les élections, les prochaines élections soient inclusives, transparentes et libres. C'est ça. Quand je dis maintenant, un grand rêve. Non, mais parce que lorsque vous aimez ce peuple, lorsque vous aimez le Bénin, contrairement à ce que les uns et les autres distillent aujourd'hui sur les réseaux sociaux et dans certains médias, en tant qu'intellectuels, vous devez donc appeler effectivement à la paix, rien qu'à la paix. Je crois que cette lettre ouverte, le chef de l'État, même s'il restait sourd jusque-là, un peu comme ce que ses proches rapportent, il doit pouvoir donc la lire, s'approprier ce qui peut l'être et corriger ce qui peut encore être possible pour que ces élections du 28 avril soient inclusives. Et Victor Tokwane l'a écrit quelque part, on ne perd aucun temps à décaler légèrement les élections plutôt qu'à encourir des risques inutiles. Ah oui, vivement qu'on n'en arrive pas à ces risques. Il nous reste encore 2 minutes, me dit-on de l'autre côté. Quand je vous laisse la parole avant de conclure au besoin. Ah oui, mais il y a une préoccupation si vous le voulez bien, parce que c'est aussi une guerre d'école à travers cette lettre ouverte. Je vous avais vu quelque part un citoyen qui estime que la démocratie, c'est un mot contour flou. Vous avez estimé qu'il a fait une certaine carence d'expression. Pour vous, c'est quoi la démocratie? Et pour moi, c'est le moins mauvais des systèmes. C'est ça, pour reprendre la définition de Winston Churchill. C'est le moins mauvais de tous les systèmes de société. En fait, la démocratie, c'est 2 choses. Un État de droit, c'est-à-dire un État qui respecte les lois, qu'il sait librement donner, mais des droits fondés sur des droits de l'homme.
Ça, c'est la première chose. Et donc, l'État qui respecte le cadre juridique porté sur la défense des droits de l'homme. Et deuxièmement, garantir la sécurité individuelle et collective. Il n'y a pas flou du tout. Pas du tout. Merci donc à vous, professeur. Oui. Professeur, quand je viens à vous dit merci à Dessin. L'émission est ainsi venue à son terme. Nous vous remercions pour ce temps d'éclairage, parce qu'on en avait besoin, comprendre si c'était pour amuser la galerie ou aller de la provocation. Mais quand je viens maintenant, au travers de l'intervention du professeur, on peut conclure que c'était nullement de la provocation. On aura compris que c'est un appel patriotique pour que ce soit préservé les acquis démocratiques et que le Bénin triomphe. Parce que le chef de l'État qui va réussir son mandat, c'est le Bénin qui en priorité va gagner et améliorer son image. Merci à vous, Kodjovi Abetanou. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Le Bénin triomphe, dites-vous, qu'il en soit ainsi. Le patriotisme, ça ne s'achète pas dans les rues. Mesdames et messieurs, nous allons continuer le travail qui est le nôtre au quotidien. Ce plateau est le vôtre. Chaque fois que le besoin se fera sentir, n'hésitez pas, rejoignez-nous et ensemble on fera le travail. Mais je vais vous accompagner comme cette tradition sur cette petite citation de Pierre Bousquet. Elle lui dit, alors l'honneur ne résulte pas, oui je reprends, l'honneur ne résulte pas que dans la guerre, voilà, ne réside pas seulement de la guerre. Elle peut, je reprends pour vous, l'horreur, voilà, l'horreur, le mot exact ne résulte pas seulement de la guerre. Elle peut bien surgir d'un mécontentement général banalisé. La moindre frustration doit être prise en compte pour éviter la détonation. Merci pour l'attention et je m'excuse tout à l'heure pour la petite distraction qui est venue de l'autre côté. À très bientôt pour nos numéros de 100% Bénin. Prenez soin de vous. Au revoir.